Merci, professeur Alami, pour cette gentille présentation et merci à la Société marocaine de cardiologie. Si Mohamed, tu vois bien mes diapos, n'est-ce pas? Très bien. Excellent. Et tu écoutes bien ma voix. Excellent. Super. Ben, écoute, c'est vraiment superbe, surtout parler après le professeur Leclerc. Et j'aurais aimé faire ma présentation avant la présentation du professeur Leclerc parce que je pense qu'il faudrait. Ce sont deux méthodes qui sont complémentaires, que ce soit la resynchronisation ou le traitement médical qui a énormément avancé. Et on est main dans la main pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Alors pourquoi parler de ce sujet-là? Parce que vous le savez bien, le pronostic de l'insuffisance cardiaque reste un pronostic assez sévère. Et voici un registre qui inclut plus de 60 études, plus de 1,5 million de patients. Et vous regardez bien, au bout de 5 ans, uniquement 55% de personnes sont survivantes. Et à 10 ans, il y a uniquement 35% de personnes qui restent en vie lorsqu'ils ont été diagnostiqués insuffisants cardiaques à fraction d'éjection diminuée. Donc, c'est un vrai challenge. Et pour un certain nombre d'auteurs, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite serait plus sévère que d'avoir un certain cancer ou certaines maladies graves. Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il y a une grande note d'espoir et on a de grandes avancées thérapeutiques. Nous avons énormément avancé parce que nous connaissons mieux la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque, les mécanismes qui vont induire cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, et en particulier la voie neuro-hormonale qui a fait le grand succès des essais thérapeutiques des années 80-90. Et on connaît tous le pilier thérapeutique, la tria thérapeutique, qui repose sur la stimulation sympathique, la stimulation du système rénine-angiotensine et la stimulation de l'aldostérone. Et bien sûr, aujourd'hui, la thérapie se base sur le socle qui est représenté par les bêta-bloquants, les inhibiteurs du système rénine-angiotensine et les anti-aldostéroniens. Alors, nous avons la chance, puisque nous assistons à un grand changement de paradigme, et nous avons depuis 2014, depuis 6 ans, une accélération des essais positifs après plusieurs années de déception. Et on a l'étude paradigme qui montre le bénéfice des inhibiteurs de la niprélizine. On va voir aujourd'hui les récepteurs, les inhibiteurs des récepteurs SGLT2 et on va voir d'autres molécules qui arrivent, en particulier les stimulateurs de la coagulule cyclase. Alors, comme je l'ai dit, depuis 2014, nous avons Paradigme qui a pour la première fois montré le bénéfice de l'éprésiline valsartan, du débuteur présiline valsartan, sacubitril valsartan, par rapport à un IEC, par rapport à l'enalapril, et avec une victoire sans appel, plus de 20% de diminution de morbimortalité et de réhospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. Et puis en 2019-2020, 2019, on a eu l'étude d'APA-HF qui va montrer pour la première fois qu'un inhibiteur SGT2 est efficace avec une diminution de la morbimortalité et des hospitalisations dans l'insuffisance cardiaque. Et on est 2020, malheureusement, qui arrive avec la pandémie Covid, mais qui arrive aussi avec de bonnes nouvelles, avec 3 grands essais thérapeutiques dont on verra les résultats. Alors, le SGLT2, c'est quoi le SGLT2 inhibiteur? C'est quoi ce nouveau traitement antidiabétique, ce traitement qui marche dans l'insuffisance cardiaque? En fait, nous avons des récepteurs au niveau des reins, au niveau du tube contourné proximal. Il y a 2 récepteurs, les SGLT1 et SGLT2, et ils sont responsables de la réabsorption du sodium du glucose. Et on a développé depuis plusieurs années ces récepteurs SGLT2 comme antidiabétiques et qui vont inhiber jusqu'à 90% la réabsorption du glucose et du sodium. Et ce qui va entraîner une augmentation de l'excrétion du sodium, une augmentation de l'excrétion du glucose et qui va aller jusqu'à 70 grammes par jour et jusqu'à 280 à 320 kilos par jour. Donc, c'est une augmentation de la natriurèse et surtout de la glycosurie. Alors, ce sont des médicaments. Comment ils marchent? Est-ce que c'est uniquement des antidiabétiques? Et en fait, non, ce sont des médicaments pléotropes qui vont agir au niveau du cœur
parce qu'ils vont augmenter la diurèse, ils vont augmenter la glycosurie, ils vont diminuer la post-charge, vont diminuer la pré-charge et vont améliorer le travail du cœur. Ils vont agir aussi au niveau du rein, parce qu'en augmentant la glycosurie et en augmentant la triurèse, il va y avoir une réponse au niveau de l'artériole afférente, il va y avoir une vasoconstriction de l'artériole afférente et donc une meilleure néphroprotection parce qu'ils vont diminuer la pression intraglomérulaire et ils vont diminuer les mécanismes de destruction rénale. Et ils vont agir au niveau métabolique puisque le fait de baisser la glycémie et le fait d'augmenter la glycosurie, on va augmenter les kétones, les kétones, et ce qui fait qu'on va augmenter la formation d'ATP avec moins d'utilisation d'oxygène. On va faire comme si on va faire un jeûne intermittent. Et donc, c'est un mécanisme multitrope, il y a plusieurs mécanismes. Il y a le mécanisme rénal de néphroprotection, il y a le mécanisme cardiaque avec la diminution de l'inflammation, la diminution de la fibrose, la diminution des adépokines et il y a une amélioration du métabolisme énergétique avec on va privilégier les corps cétoniques. Et aussi, il y a des pistes aussi aujourd'hui sur l'augmentation de l'érythropoïétine, ce qui va améliorer l'oxygénation tissulaire extrêmement rapidement. Et puis, donc, on va voir que ces inhibiteurs SGLT2 vont, comme je l'ai dit, augmenter la diurèse, l'intriurèse, la glycosurie, diminuer la précharge, diminuer la post-charge et diminuer le stress pariétal, améliorer le métabolisme énergétique et agir au niveau du rein, bien entendu, ce qui va entraîner une vasoconstriction de l'artériole afférente et diminution de la pression intraglomérulaire, ce qui va mieux protéger les reins. Alors, pourquoi on en parle? Parce que, vous le savez, depuis quelques années, le FDA avait demandé donc à chaque nouveau antidiabétique une sécurité sur le système cardiovasculaire. Et donc, nous avons 3 SGLT2 qui sont actuellement, qui ont bénéficié de plusieurs essais. On a l'empagliflozine avec l'essai EMPA-REG, on a le programme CANVAS avec la canagliflozine et le programme DECLARE avec la dapagliflozine. Et pour le programme EMPA-REG, donc c'est un programme de sécurité cardiovasculaire, c'est un essai pratiquement de prévention secondaire qui s'est intéressé à 7020 personnes sur une médiane de 3 ans avec un âge moyen de 63 ans et 2 tiers des hommes, 1 tiers des femmes et avec une durée moyenne, une durée de plus de 10 ans du diabète. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce résultat d'EMPA-REG de sécurité? Alors, qu'est-ce qu'il montre? Il montre de façon un peu une belle surprise, une diminution de la triade mortalité cardiovasculaire, infarctus, accidents vasculaires cérébraux de 14%. Et regardez bien, une diminution chez les diabétiques de 38% de mortalité cardiovasculaire, de mortalité et d'insuffisance cardiaque. C'est extrêmement important, de pratiquement 40%. Et une diminution aussi des risques de réhospitalisation de l'insuffisance cardiaque de 35%. Donc, on a une diminution de la mortalité cardiovasculaire en prévention, on a une diminution des hospitalisations et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question, est-ce que ce sont des médicaments, ces médicaments de prévention, on ne peut pas les donner pour des patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, moins de 40%? Est-ce que ce sont des produits qui marchent chez les diabétiques et chez les non-diabétiques? Est-ce qu'ils diminuent la morbimortalité cardiovasculaire? Est-ce qu'ils diminuent l'hospitalisation? Est-ce qu'ils vont améliorer la qualité de vie des patients? Et c'est pour ça qu'on a, après DAPA-HF l'année dernière, on a EMPEROR qui a été communiqué il y a 1 mois par le grand professeur Milton Packer et dont j'ai le plaisir de vous présenter les résultats. On va prendre des patients qui ont une insuffisance cardiaque, qui ont une fraction d'éjection de moins de 40%, ce sont des patients qui sont diabétiques, qui ont plus de 18 ans, qui ont une insuffisance cardiaque de stade 2 à stade 4. On va comparer l'empagliflozine par rapport au placebo chez des patients au top du traitement et on va étudier 3 éléments importants. Premier élément, la mortalité cardiovasculaire et les réhospitalisations ou le temps d'arrivée à l'insuffisance cardiaque. Critères secondaires, 2 critères secondaires, l'insuffisance cardiaque et la récidive d'insuffisance cardiaque. Et deuxième critère secondaire, la protection rénale et la diminution du débit de filtration glomérulaire. Alors, quels sont les patients qui ont été inclus? Ce sont des patients qui ont une fraction d'éjection moins de 40%,
Mais à la grande différence avec DAPA-HF, ici, ce sont des patients plus sévères, avec une fraction d'éjection moyenne plus basse, autour de 27-28%, avec un taux de NT-proBNP plus élevé, autour de 1900 en pareil. Et puis, à partir de la fraction d'éjection, on va définir le taux de NT-proBNP. Et plus le taux de fraction d'éjection est plus élevé, plus on va exiger un taux de NT-proBNP plus élevé. Et bien sûr, on va exclure de cet essai les personnes qui ont un diabète type 1, qui ont une transplantation cardiaque, les patients instables et ceux qui ont une hypotension orthostatique ou qui ont regardez bien, un débit de filtration glomérulaire moins de 20, c'est-à-dire qu'on peut inclure toutes les personnes insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection réduite qui ont un débit de filtration glomérulaire plus de 20. Alors, quelle est cette population? Ce sont des hommes âgés, hommes et femmes 67 ans, 2 tiers hommes, 1 tiers de femmes. Ce sont des patients, comme j'ai dit, dont la majorité sont au stade 2 et 3. Alors, la fréquence cardiaque moyenne est 71, la tension moyenne est de 122, la fraction d'éjection moyenne est de 27%, ce qui est très bas, et puis un taux de NT-proBNP de moyen de 1800 et des ischémiques aussi nombreux que non ischémiques, 50% dans les deux groupes, des patients qui ont une fibrillation auriculaire dans le tiers des cas, la moitié qui a le diabète. Regardez, 50% des patients d'empereur ne sont pas diabétiques. Et les hypertendus, 2 tiers, et le débit de filtration glomérulaire est de 61, qui est plus bas que celui d'APA-HF. Alors, regardez bien le traitement, ce sont des patients bien traités, puisqu'on a des IEC dans 46%, 24% ARA2, et regardez bien, et ça c'est une chose extrêmement importante par rapport à DAPA-HF, pratiquement 20% sont sous sacubitril valsartan, ce qui représente le double par rapport à DAPA-HF, et 70% ont des inhibiteurs des récepteurs minéralocorticoïdes. Ça veut dire que nos patients sont bien traités et 94% sont sous bêta-bloquant. En parlant du professeur Leclerc, on a 31% qui ont un défibrillateur et 11% qui ont une resynchronisation cardiaque. Donc, des critères forts, des critères puissants, à savoir mortalité cardiovasculaire et insuffisance cardiaque. Critères secondaires, première récidive d'insuffisance cardiaque ou premier événement d'insuffisance cardiaque. Et critères secondaires aussi, le débit de filtration glomérulaire. Le résultat, diminution du critère primaire de 25%, qui est le critère insuffisance cardiaque, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire. Alors, ce résultat positif, on va le retrouver chez les patients diabétiques ou non diabétiques, âgés ou moins de 65 ans, hommes ou femmes, noirs ou blancs, avec un débit de filtration glomérulaire moins de 30 ou plus de 30, et chez les patients qui ont un débit de filtration glomérulaire plus de 60 ou moins de 60. On va retrouver les mêmes résultats que chez les patients qui ont un passé ou non d'insuffisance cardiaque, ischémique ou non ischémique. On a les résultats qui se maintiennent quelle que soit la classe NIA et quel que soit le taux de NT-proBNP, et que le patient ait eu un anti-aldostéronien ou un ARNI Entresto, les résultats se maintiennent quel que soit le sous-groupe. Critères secondaires, diminution des réhospitalisations de 30% d'insuffisance cardiaque. Donc, le deuxième critère est positif. Et puis, on arrive au rein. Regardez bien, toujours, quand on initie le traitement par empagliflozine, on peut assister à une petite chute de débit de filtration glomérulaire. C'est comme si on donne un IEC en ARA2. Mais rapidement, ce débit de filtration glomérulaire va monter et on va voir que le résultat va être en faveur de l'empagliflozine par rapport à placebo. Et même si on arrête le traitement, un mois après, on a une augmentation de débit de filtration glomérulaire de plus 3,3 minutes par mètre carré par rapport au placebo. Donc, le résultat ne souffre d'aucune discussion. Il y a une meilleure néphroprotection avec l'empagliflozine, et ce résultat positif est tout à fait, va dans le sens de Dapasikidi qui vient de sortir au même congrès, qui montre le bénéfice de la classe SGLT2 pour la néphroprotection. On est en train de changer complètement le paradigme et aujourd'hui les SGLT2 se positionnent comme un des gold standards de la néphroprotection. Regardez bien les deux courbes et en particulier avec l'empagliflozine, plus de 1,7
et il y a une différence dans le groupe empagliflozine, moins 0,55 minutes par mètre carré de déclin. Par contre, au niveau du placebo, il y a une baisse de moins 2,28 minutes par mètre carré. Alors, quand on parle des reins, les critères qui sont utilisés sont, lorsqu'on baisse le débit de filtration glomérulaire à moins de 30, lorsqu'on va en dialyse, lorsqu'il va y avoir un doublement de créatine. Et sur ces trois critères, l'empagliflozine sort vainqueur avec une diminution des événements rénaux et de la chute du débit de filtration glomérulaire, et sur la néphroprotection pratiquement de 50%. Et par conséquent, on gagne sur les trois critères de l'étude, à savoir la mortalité cardiovasculaire, critère mortalité cardiovasculaire, insuffisance cardiaque, diminution de 25%, critères secondaires sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, moins de 30%, et sur la néphroprotection, avec une réponse qui est positive, avec un P inférieur à 0,001, avec donc une néphroprotection de presque 50%. Alors, une diminution de la mortalité, une diminution des hospitalisations et aussi une amélioration fonctionnelle parce que dans l'échelle CONSAS, à 52 semaines, on a une différence d'1,7 donc en faveur de l'empagliflozine. Donc, on améliore la survie et on diminue la mortalité et on améliore la classe fonctionnelle. Quand on parle souvent des SGLT2, alors il y a un certain nombre de médecins qui avancent les effets secondaires. Regardez bien, empagliflozine par rapport au placebo, il n'y a pratiquement pas de différence statistiquement significative par rapport au placebo. Volume de déplétion, pratiquement le même. Hypovolémie, hypotension, pratiquement la même chose. La kétoacidose, pratiquement zéro. Et regardez bien, il y a un certain nombre qui évoquent l'hypoglycémie, pratiquement la même chose. Et même les infections urinaires, va y avoir un petit plus d'infections urinaires dans le groupe empagliflozine, mais sans que ça soit statistiquement significatif. Il n'y a pas eu plus d'arrêt thérapeutique dans le groupe empagliflozine et placebo. Donc, l'essai est positif en termes de tolérance de l'empagliflozine par rapport au placebo. Donc, ces résultats d'Emporer, avec les résultats de DAPA-HF l'année dernière, montrent clairement qu'on a fait une grande avancée thérapeutique dans le traitement d'insuffisance cardiaque. C'est que ce sont des traitements aujourd'hui qui sont efficaces sur les critères majeurs morbimortalité cardiovasculaire, qui sont bien tolérés. Et aujourd'hui, en plus de la triade thérapeutique qui fait aujourd'hui le socle du traitement d'insuffisance cardiaque, bêta-bloquant, anti-aldostéronien, sacubitril, valsartan, il est temps de mettre l'empagliflozine et l'apagliflozine comme des traitements de première intention. Et je pense qu'en 2021, avec une nouvelle recommandation, on va les avoir en haut de l'affiche avec un niveau de recommandation 1A. Et autre chose qui est intéressante en termes pratiques, si vous voulez par exemple mettre un bêta-bloquant, ben vous allez titrer le patient avec le bisoprolol en 4 fois, 2,5, 5, 7,5, et vous allez à 10. Si vous donnez la spirolactone, c'est 2 fois, 25, 50. Si vous donnez sacubitril, valsartan, c'est 50 fois 2, puis 100 fois 2, puis 200 fois 2. Mais quand vous allez donner de l'empagliflozine, c'est 1 par jour et avec une excellente tolérance. Alors, quelle est la différence entre DAPA et Emporer? En fait, dans le groupe Emporer, on a inclus des patients beaucoup plus sévères avec une fraction d'éjection de 27%, un taux de NT-proBNP plus élevé à 1800, infiltration glomérulaire moins bas qui est de 61 par rapport à DAPA-HF, et aussi des patients mieux traités avec, bien entendu, 20% pratiquement de patients qui sont sous Entresto, sous ARNI, sacubitril, valsartan. Alors, on va aller vers cette méta-analyse qui a été faite par notre ami le professeur Zanan et qui montre que, en fait, si on compile les deux études, DAPA-HF et Emporer, on se retrouve avec des résultats tout à fait positifs. Sur la mortalité cardiovasculaire, avec Emporer, on a une baisse de 8% et avec DAPA-HF, 17%. Sur la mortalité cardiovasculaire, 8% pour Emporer et 18% pour DAPA-HF. Si on va sur la première hospitalisation, que ce soit Emporer, DAPA-HF, c'est 25%. Sur la première hospitalisation, 30%. Sur la protection rénale, 50% pour Emporer contre 31% pour DAPA-HF. Et dans hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou mortalité cardiovasculaire, les résultats, on le voit, sont concordants, 25% pour Emporer et pour DAPA-HF.
Donc, on a des résultats concordants avec deux grandes études dans l'insuffisance cardiaque. Et vous le savez bien, aujourd'hui, on est sorti du diabète et on est parti chez les diabétiques ou non diabétiques. Et aujourd'hui, ce sont des traitements pour l'insuffisance cardiaque avec une diminution de mortalité cardiovasculaire, de première hospitalisation, de protection rénale. Et en termes d'effets secondaires, que ce soit l'empagliflozine ou dapagliflozine, on a pratiquement les mêmes résultats. Si je vois la kétoacidose, pratiquement zéro. Si on voit les hypoglycémies sévères, on est de l'ordre de 0,3, 0,2%. Lorsqu'on va à la déplétion, l'hypovolémie, on est pratiquement dans 10% pour l'empagliflozine et 9% pour le placebo. Donc, on est pratiquement sur les mêmes chiffres et même sur les reins, 9,4 pour l'empagliflozine et 10,3 pour le placebo. Alors ça, c'est les grandes avancées sur SGLT2. Alors, on a une nouvelle étude comme nouveauté thérapeutique par rapport au stimulateur de guanylate cyclase. Vous savez que quand il y a l'insuffisance cardiaque, il y a une dysfonction endothéliale, il y a de l'inflammation, du stress oxydatif, il y a un défaut de sécrétion du monoxyde d'azote et c'est pour ça qu'on peut augmenter aujourd'hui par le Vericiguat la sécrétion de monoxyde d'azote en stimulant la guanylate cyclase. Alors, cela a fait l'objet d'études Victoria, Vericiguat chez les patients stade 2 à 4, insuffisance cardiaque moins de 47%, avec une tension plus de 100 mm de mercure et qui ont été hospitalisés moins de 3 mois. Et le résultat de cette étude Victoria, qui a été communiquée cette année et que vous pouvez trouver l'article dans le New England Journal of Medicine, une petite victoire, une baisse de la mortalité cardiovasculaire et des hospitalisations de 10%. Et on peut considérer aujourd'hui le Vericiguat comme un traitement supplémentaire, une avancée encore dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Vous voyez devant vous que le résultat est essentiellement drivé par l'insuffisance cardiaque, mais il faut noter que la population de Victoria est une population à très haut risque, ce qui fait qu'il a été difficile d'avoir un résultat plus positif que 10%. Et le résultat du Vericiguat se maintient quel que soit le débit de filtration glomérulaire ou quel que soit le taux de NT-proBNP, avec un résultat modeste lorsque les patients sont très sévères, avec un taux de NT-proBNP supérieur à 5310. Dernier traitement, c'est un traitement inotrope. Alors, vous savez que le débit d'éjection, le volume d'éjection dépend de plusieurs facteurs, de la contractilité, de la précharge, de la post-charge, de la fréquence cardiaque et d'une éventuelle incompétence valvulaire. Ceci va déterminer le débit cardiaque. Et c'est pour ça que dans le pipeline, il y a un inotrope positif. Un inotrope positif, on pourrait dire de classe 3, qui est l'omecamtiv mécarbyle. C'est un médicament qui va agir sur l'hydrolyse de l'ATP, qui va augmenter l'action de la myosine par rapport à l'actine, qui va entraîner une force plus importante de la liaison actine-myosine, ce qui va entraîner une augmentation de la force contractile. Il va y avoir une augmentation de la force d'éjection, une augmentation du débit d'éjection, et ceci, on va avoir aussi une augmentation du temps d'éjection, sans augmentation du cation intracellulaire, sans augmentation de la vélocité de contraction, sans augmentation de la consommation d'oxygène et sans augmentation de la fréquence cardiaque. C'est comme si, au lieu de tirer avec une seule corde, vous tirez avec plusieurs mains dans une corde, ce qui fait que vous allez augmenter cette force de contraction. Et l'essai galactique est un essai qui va être communiqué le mois prochain sur l'AHA. Alors, chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, fraction d'éjection de moins de 37%, qui ont une stade NIA de 2 à 4, qui ont une augmentation du NT-proBNP, qui ont une hospitalisation dans l'année pour une insuffisance cardiaque. Ce sont des patients qui vont être randomisés par rapport au omecamtiv mécarbyle et placebo. Alors, je vous donne les résultats en primo, mais je ne connais pas tous les résultats. J'ai le communiqué, c'est que le résultat est positif sur le critère primaire, ce qui est aussi une bonne nouvelle, une grande nouvelle pour le traitement actuel d'insuffisance cardiaque, sur le critère mortalité cardiovasculaire, mais le critère secondaire est neutre sur la mortalité tout court. Donc, ça va dans le sens des derniers essais et c'est encore une bonne nouvelle dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.
Donc, nous sommes en train d'assister à un grand paradigme de changement d'essence cardiaque. Aujourd'hui, le socle du traitement d'essence cardiaque, c'est bêta-bloquant, anti-aldostéronien et inhibiteur d'aérénie, sacubitril/valsartan. On a des résultats positifs aujourd'hui avec les inhibiteurs SGLT2 et aujourd'hui, on ne parle plus de trithérapie, mais de quadrithérapie dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et on a la diminution des hospitalisations avec les vericiguates et on a aussi des résultats probants et positifs avec les activateurs de myosine, une nouvelle classe d'inotropes positifs et qui va s'ajouter encore plus. Et on est en train de sortir de la voie neuro-hormonale. Vous savez que les limites de la voie hormonale, c'est quoi? C'est la tension artérielle, c'est la fonction rénale, c'est la calémie, c'est les angio-œdèmes. Aujourd'hui, on a les SGLT2 qui sont pratiquement aussi bien tolérés que les placebos et qui diminuent la morbimortalité. Et aujourd'hui, ils se positionnent comme des traitements de première intention. Et on a dans le pipeline des médicaments qui arrivent, des inhibiteurs, des inotropes, des inhibiteurs SGLT2. Et par conséquent, à cette inhibition neuro-hormonale, on a un changement de paradigme. On n'a plus une maison avec 3 piliers, mais avec 4 piliers et avec, bien sûr, les activateurs de la myosine qui vont encore renforcer le traitement et qui vont améliorer le pronostic de ce patient. Regardez bien, et ça, j'ai choisi de mettre cette diapositive à la fin. Alors, quel est l'impact de tout cela? Alors, on a comparé, et ça, c'est un travail qui a été publié récemment dans le Lancet. Alors, on a comparé la prise en charge classique, c'est-à-dire on prend quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque, on le met sous bêta-bloquant, plus anti-aldostéronien, plus IEC. Et on va comparer ce protocole thérapeutique avec le traitement moderne, c'est-à-dire le traitement de la thérapie compréhensive, de l'avancée thérapeutique. À ce traitement qui sera composé de 4, c'est-à-dire bêta-bloquant, anti-aldostéronien, inhibiteur du SGLT2, plus sacubitril/valsartan, la quadrithérapie moderne. C'est-à-dire on va comparer le traitement des années 90 par rapport au nouveau traitement de 2020. Alors regardez bien, le résultat est sans équivoque. Diminution de la mortalité cardiovasculaire de 62%, diminution de la mortalité de 50%, diminution des hospitalisations de 62%, diminution de la mortalité de toute cause de 47%. Ça veut dire quoi? J'ai revu l'article. Ça veut dire que vous pouvez donner de la vie à vos patients. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter la survie de vos patients et vous pouvez gagner de la vie de 3 jusqu'à 8 ans. Plus vos patients sont jeunes, à 50 ans, avec les fractions d'éjection basse, ils peuvent gagner jusqu'à 8 ans de vie. S'ils sont plus âgés, à 80 ans ou à 75 ans, ils vont gagner de 3 à 6 ans, ce qui est une avancée énorme dans le traitement. Et pour terminer, voici cette diapositive que j'ai empruntée à Lim, le professeur de Singapour. C'est que, pour résumer tout ça, on a 5 voies qui sont modernes. La voie de l'angiotensine 2, la voie de la norépinéphrine, la voie de l'aldostérone, de la léprésine et SGLT2. Donc, on peut inhiber tout ça. Ces 5 voies, on peut les inhiber par les aérénies, sacubitril/valsartan. Vous savez, aujourd'hui, on peut commencer sacubitril/valsartan de nouveau, ou chez les patients qui ne tolèrent, ou patients qui restent symptomatiques, ou chez des patients où il n'y a pas de problème de prix et de problème de prise en charge. Mais en tous les cas, quand vous choisissez l'aérénie, vous gagnez plus de 20% par rapport à l'IEC. Bêta-bloquant, il faut optimiser le traitement avec le bisoprolol jusqu'à 10 mg ou avec le carbidiolol jusqu'à 50 mg. Anti-aldostéronien et bien sûr SGLT2, dapagliflozine ou empagliflozine selon les 2 études qui sont sorties d'APA-HF et bien sûr Emperor. Et puis, vous avez des choses probantes. L'ivabradine, si votre patient garde une fréquence de plus de 70 battements par minute, si votre patient pour les Afro-Américains, on peut utiliser l'hydralazine nitrate et le vericiguate chez les patients qui vont aggraver l'insuffisance cardiaque et aussi, bien sûr, le mécarbyle qui est un traitement qui est probant, qui est un inotrope positif. Donc, aujourd'hui, on a un grand changement thérapeutique, une grande avancée thérapeutique et il faut, quand on veut, on le peut. Il faudrait absolument prendre le pouvoir et, bien sûr, ne pas avoir peur, résister à l'inertie médicale. Et parce que ce que vous allez amener aux patients, c'est en termes 3 choses importantes: diminution de la mortalité, diminution des risques d'hospitalisation et bien sûr amélioration de la qualité de vie. Voilà, je vous remercie.